Oui. Bien, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le Gouverneur, merci d'être avec nous. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous recevons donc cet après-midi Monsieur Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France, pour évoquer le sujet de l'Union pour l'épargne et l'investissement. Alors, je voulais déjà vous féliciter pour ce nouveau nom, parce que l'Union des marchés de capitaux, ça a marché moyennement, et donc on espère un meilleur succès à cette Union pour l'épargne et l'investissement, au titre du rapport que vous avez publié en avril dernier, à la tête d'un comité d'experts, après avoir été mandaté en ce sens par Bruno Le Maire. Après avoir occupé diverses fonctions en cabinet dans l'administration économique et financière, vous avez été premier vice-président de la Banque centrale européenne de 1998 à 2002, gouverneur de la Banque de France, on s'en souvient évidemment ici, de 2003 à 2015, puis membre du Haut Conseil des finances publiques de 2015 à 2020. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence et de remercier chaleureusement mon collègue Jean-François Rapin qui nous a proposé cette audition commune. Dans votre rapport « Développer les marchés de capitaux européens pour financer l'avenir, proposition pour une union de l'épargne et de l'investissement », vous déplorez principalement que l'épargne financière massive accumulée par les Européens ne contribue pas suffisamment aux besoins de financement de nos entreprises et de leurs besoins en fonds propres, à l'heure où les transitions écologiques et numériques vont nécessiter des investissements massifs. Ce constat est, je le crois, très largement partagé depuis la mise en place du projet d'union des marchés de capitaux. Pour réorienter l'épargne financière vers les entreprises, notamment les plus innovantes, vous estimez que le canal bancaire prédominant en Europe ne suffira pas. Votre rapport propose ainsi 4 pistes principales d'amélioration. Je vous laisserai évidemment les présenter et finirai mon propos en vous interrogeant plus précisément sur 2 axes d'évolution que vous préconisez. D'abord, vous estimez qu'il convient de développer davantage les produits d'épargne de long terme. Votre proposition principale en la matière consiste à créer un produit labellisé au niveau européen. Pourrez-vous détailler ces modalités ? Par ailleurs, comment inciter les épargnants, généralement désireux de sécurité, à s'orienter vers ces investissements? Au demeurant, est-ce une bonne chose de pousser les épargnants à la prise de risque? C'est un propos un peu provocateur, monsieur. Susciter une réponse. Ensuite, vous proposez une relance ambitieuse de la titrisation. Or, cette pratique a constitué l'un des rouages essentiels de la crise économique de 2008. Pouvant revendre les titres adossés aux créances qu'ils accordaient, les banquiers américains ont cessé de jouer leur rôle en prêtant à des ménages courant le plus grand risque de défaut, ce qui a conduit à disséminer dans le système financier des risques mal identifiés et à déboucher sur la plus grave crise financière depuis 1929. Comment la relance de la titrisation que vous préconisez peut-elle éviter ce genre d'écueil? Comment s'assurer de la qualité des actifs titrisés qui seraient éligibles au coussin bancaire de liquidité? Se pose en arrière-plan la question de la place du financement bancaire. Vous estimez qu'elle est trop forte, mais la relation privilégiée qu'entretiennent un banquier et son client n'est-elle pas de nature à garantir une bonne appréciation des risques? Je cède donc la parole sans plus attendre d'abord à Jean-François Rapin. Cette audition est bien évidemment retransmise sur les réseaux et le site internet du Sénat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Finances, cher Claude Raynal. Je salue aussi notre rapporteur général Jean-François Husson. Monsieur le Gouverneur, mes chers collègues, je m'associe bien évidemment aux mots de bienvenue qui sont formulés par le Président Raynal et je me félicite que la Commission des Finances ait accepté de se joindre à la Commission des Affaires européennes pour cette audition commune. Monsieur le Gouverneur, l'Union des marchés de capitaux a tout de l'arlésienne. On en parle beaucoup, on l'attend depuis longtemps, mais elle ne vient jamais. Le projet remonte désormais à plus de 10 ans. En 2014, Jonathan Hill, le commissaire européen britannique à la stabilité financière et aux services financiers, présentait avec emphase l'Union des marchés de capitaux comme la nouvelle frontière de l'Union européenne. Si les ambitions étaient grandes, force est de constater que les réalisations ont quant à elles été modestes.
Malgré les 2 plans d'action proposés en 2015 et en 2020 par la Commission européenne, le marché européen des capitaux reste fragmenté. Récemment, l'échec du produit pan-européen d'épargne retraite individuelle, le PEPP, a une nouvelle fois démontré la difficulté à avancer sur ce dossier. Lancé en 2022, il n'a pas réussi à trouver son public. Comme vous l'indiquez dans votre rapport, après 10 ans d'intenses activités législatives, les résultats restent insuffisants, au risque d'alimenter une fatigue collective à l'égard de l'UMC. Monsieur le gouverneur, votre rapport permet de sortir de cette torpeur européenne. Il fournit des propositions concrètes pour une union de l'épargne et de l'investissement, nouvelle appellation donnée à l'union des marchés de capitaux. L'épargne privée des Européens atteint un niveau record de 35 000 milliards d'euros, mais est très mal allouée. Vous appelez à mieux la mobiliser afin de financer les investissements productifs sur notre continent et de remédier au décrochage de l'Union européenne par rapport aux États-Unis. C'est un élément majeur d'une stratégie globale visant à permettre le redressement de la compétitivité de l'Union européenne, ainsi que la Commission européenne l'a encore souligné la semaine dernière en présentant sa boussole pour la compétitivité. Vous vous concentrez sur 4 recommandations essentielles pour mettre en œuvre cette union. La mobilisation générale pour une relance de l'union des marchés de capitaux semble bien avoir sonné. Outre le vôtre, les rapports d'Enrico Letta en avril 2024, puis de Mario Draghi en septembre 2024, appellent aussi à une pleine mobilisation des marchés de capitaux. Le président Reynal vous a déjà interrogé sur certaines de vos propositions. Je souhaiterais quant à moi insister sur la méthode à employer pour les voir aboutir. En septembre 2023, la France et l'Allemagne avaient signé une feuille de route commune pour appeler le Parlement européen et la présidence espagnole à des progrès substantiels et rapides sur le sujet. Hélas, il ne s'en est pas suivi d'avancées majeures. La commission von der Leyen II, entrée en fonction en décembre dernier, a à son tour affiché des ambitions en matière d'approfondissement des marchés de capitaux. Selon sa lettre de mission, la nouvelle commissaire européenne aux services financiers est chargée de mettre en place des produits d'épargne européens et de réviser leur cadre réglementaire pour que les entreprises européennes puissent financer leur expansion. Ces objectifs restent néanmoins généraux et ni la Commission ni la présidence polonaise du Conseil n'ont donné depuis davantage de précisions. J'en viens donc à mes questions. Quelle méthode faut-il retenir pour s'assurer que l'échec des plans 2015 et 2020 ne se reproduise pas? L'union de l'épargne et de l'investissement doit-elle nécessairement être un projet à 27 ou bien faut-il plutôt compter sur une initiative à plusieurs États membres pour avancer plus rapidement? Comment lever les blocages politiques qui ont conduit à l'échec des plans de la décennie 2010? Dans un discours de novembre 2024, Christine Lagarde, et non Lavarde, la présidente de la Banque centrale européenne, alertait sur le risque d'une mort lente du projet par accumulation de petites blessures. Monsieur le gouverneur, comment donc maintenir en vie le projet de l'Union de l'épargne et de l'investissement? Je vous laisse donc la parole pour une dizaine de minutes afin de vous laisser le temps de présenter votre rapport et de répondre déjà à ces premières interrogations. Nous passerons ensuite la parole à nos collègues et aurons certainement de nombreuses questions à vous poser. Mais j'en profite, Monsieur le Président, pour présenter notre nouveau chef de service, Xavier Moelle, au sein de la Commission des Affaires européennes. C'est sa première commission à mes côtés. Monsieur le gouverneur, vous avez la parole. Alors, 10 minutes, voilà. Si vous dépassez un peu, c'est pas bien grave. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents, de votre accueil, de votre invitation d'abord et de votre accueil. Je vais peut-être commencer en quelques mots en rappelant le contexte que vous avez évoqué d'ailleurs, Monsieur le Président, à l'instant. 2 rapports avaient été commandés par le Conseil européen, celui d'Enrico Letta sur le marché intérieur, vous l'avez eu ici, donc c'est très bien, et celui de Mario Draghi sur la compétitivité de l'Union européenne. En parallèle de la préparation de ces rapports, du travail qu'ils faisaient l'un et l'autre, le Conseil des ministres de l'économie et des finances européens, le Conseil ECOFIN, avait commencé à échanger des vues sur l'union des marchés de capitaux et la relance possible.
Mais évidemment, les choses patinaient un peu, et donc c'est dans cet environnement que Bruno Le Maire, le ministre français, m'a demandé de présider un groupe, pardonnez-moi, qui pourrait préparer un rapport centralisé sur un petit nombre de questions. Son idée, c'était de dire, on voit bien que les montants qu'il va être nécessaire de financer sont considérables pour la transition énergétique, la transition digitale, le relèvement du potentiel de croissance en Europe. Et donc, on ne voit pas, me disait-il, comment on y arrivera sans développer les marchés de capitaux. Donc, est-ce que vous pouvez regarder ça et essayer de vous focaliser sur un petit nombre de questions opérationnelles? Parce que l'expérience prouve que quand on fait un grand plan, c'est très difficile d'arriver à aligner tout le monde compte tenu des objections politiques qui peuvent exister dans tel ou tel pays sur telle ou telle mesure, et donc du coup tout se bloque. Donc essayez de faire simple. Alors c'est ce que j'ai essayé avec le groupe qui m'accompagnait de faire. Le constat, il est partagé. Si vous avez entendu Enrico Letta, il vous a certainement donné les mêmes chiffres que nous avons tous, qui résultent d'ailleurs de calculs qui ne sont pas extraordinairement compliqués, quelle que soit l'incertitude qu'on peut avoir. Mais l'ordre de grandeur du financement de la transition, c'est sans doute autour de 800 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. L'ordre de grandeur du financement de la transition énergétique, c'est un peu plus de 100 milliards. Si on y ajoute quelques autres besoins, notamment le surcroît d'investissement nécessaire pour relever le potentiel de croissance, qui est évidemment trop faible en Europe, on est quelque part entre 800 milliards et 1000 milliards par an. Donc ce sont des montants qui ne seront pas couverts par les budgets publics pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, et qui ne seront pas couverts par les banques. Ils seront couverts un peu par les banques, mais pas de façon massive, tout simplement parce que les banques sont limitées dans leur capacité de prêt et de financement par les règles de capital de Bâle III, qu'on a d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, poussé un peu à l'extrême en Europe, puisqu'on a quand même l'interprétation la plus rigoureuse de ces règles. Mais peu importe, de toute façon, on voit bien qu'on n'arrivera pas à faire sans un recours accru au marché de capitaux. Comme vous l'avez indiqué, l'épargne européenne existe, elle est là. Mais elle n'est pas employée suffisamment à ces besoins européens et à cette croissance en Europe. En particulier, on a beaucoup d'épargne qui s'investit dans des produits sans risque de taux. Et comme on a une épargne surabondante, elle est pas mal investie en produits de taux étrangers. Donc, si je caricature à l'extrême, pardonnez-moi cette caricature, les Européens achètent des produits de taux américains, des agencies, des Fannie Mae, Freddie Mac, et les Américains, en retour, achètent un petit peu d'actions et de financement des entreprises, prennent le contrôle de nos entreprises, d'ailleurs, peu à peu, et en ont un rendement de leurs investissements qui est très supérieur au rendement que les épargnants européens obtiennent. Donc nous sommes partis de là et on s'est dit au fond, qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure simple qui aurait un gros rendement et qui pourrait changer la donne significativement. Je précise au passage que l'excellente idée de l'union de l'épargne et de l'investissement, c'est une idée d'Enrico Letta que j'ai trouvé vraiment formidable pour la raison que vous avez indiquée. C'est plus parlant pour le grand public, c'est plus parlant, je pense, pour les assemblées qui débattent des mesures éventuelles à décider. Et donc je me suis permis de la reprendre. Il m'y encourageait fortement, d'ailleurs. Donc nous avons regardé à la fois ce qu'on pouvait faire du point de vue des mécanismes de financement, sur le fonctionnement des marchés, ce qu'on pouvait faire du côté de l'orientation de l'épargne,
et ce qu'on pouvait faire du côté du fonctionnement du marché. Peut-on le rendre plus efficace, plus efficient, plus attirant et donc apportant davantage de solutions aux problèmes de financement de l'économie européenne. Alors, sur les mécanismes de financement, ce qui nous est apparu très vite, c'est que nous avions en Europe une grande anomalie qui était la titrisation. Alors, je repars de vos remarques très justes. Nous avons eu un drame au moment du déclenchement de la grande crise financière qui a été des produits de titrisation américains qui ont été originés n'importe comment. Je précise au passage que nous n'avons pas, personne n'a perdu un centime sur des produits titrisés européens. Il n'y a pas eu un centime de perte. Donc tout s'est passé comme si des produits originés, c'est-à-dire fabriqués n'importe comment aux États-Unis, sans surveillance suffisante. C'est-à-dire qu'à l'époque, les grandes banques américaines, les banques d'investissement qui fabriquaient ces produits, grandes ou petites d'ailleurs, n'étaient pas surveillées par la Fed, elles étaient surveillées par la SEC, qui surveillait les produits théoriquement, qui ne surveillait rien du tout en réalité. Donc il y avait un vrai défaut de toute façon de surveillance. Et puis il y avait une absence de règles sur la façon de le faire. Alors qu'est-ce que nous avons? Donc on a pris en urgence des mesures mondiales, c'était les règles de Bâle. On a durci les règles s'appliquant aux banques, le besoin de capital, quand elles portent des instruments titrisés temporairement. On a durci les règles d'assurance, ça les Européens ont été les seuls au monde à le faire. Et on a mis en place des mécanismes de compte-rendu utiles, mais trop compliqués et qui donc devraient être simplifiés, modernisés pour être plus efficaces. Mais nous avons pris après, en Europe, pas seulement en Europe, d'ailleurs d'autres pays l'ont fait aussi, notamment le Japon, le Canada, on a pris des mesures particulières pour éviter les risques que ces produits titrisés, s'ils étaient mal conçus, pouvaient faire porter. Qu'est-ce qu'on a pris essentiellement et mis dans notre législation? Une interdiction de retitrisation. Si vous vous souvenez peut-être, il y a des produits qui étaient des titrisations de titrisation. Donc on appelait ça des titrisations au carré, au cube, puissance 4, etc. Donc on arrivait avec des produits qui étaient complètement opaques parce qu'il fallait descendre plusieurs étages pour arriver à voir ce qu'il y avait dans la soute. Et personne ne le faisait. Donc on a interdit ces retitrisations. Une titrisation est un instrument qui doit être simple, avec les prêts directement au premier niveau et facile à regarder et à analyser. On a deuxièmement interdit ce qu'on appelle la titrisation sans rétention, c'est-à-dire en pratique, on a dit aux banques qui fabriquent ces produits titrisés, vous en garderez obligatoirement une partie dans votre bilan. Ça vous oblige, comme vous savez les analyser, ça vous oblige à ne fabriquer que des produits sûrs parce que vous n'avez pas envie de fabriquer des pertes dans votre bilan. Donc ça, c'est une mesure très importante. Les Japonais ont fait la même chose et les Canadiens ont fait la même chose. Finalement, on a décidé en Europe aussi de mettre en place une supervision des agences de notation, puisqu'il y avait eu, vous vous souvenez sans doute, ce reproche fait aux agences de notation qu'elles avaient donné des notes parfois de AAA à des choses qui étaient en fait pourries. Et donc, tout le système de notation des agences pour les produits titrisés a été complètement refondu et revu. Donc l'Europe a fait ça, le Japon a fait ça, le Canada a fait ça, l'Australie a fait ça. Les États-Unis n'ont rien fait. Ils n'ont pas mis en place les règles de Bâle 3, ils n'ont rien fait sur les règles de Bâle 3 sur la titrisation, ils n'ont rien fait sur les assurances, par parenthèse, mais on est les seuls à avoir fait quelque chose, et ils n'ont pas mis en place les garde-fous que je viens d'indiquer.
Malgré tout, le marché américain est bien meilleur parce que, de facto, les banques maintenant sont surveillées et donc elles font beaucoup plus attention. Mais enfin, il n'y a pas les mêmes garde-fous. Mais le Japon, qui a mis en place les mêmes garde-fous, interdiction de retitrisation, interdiction de titrisation sans rétention par les banques d'une fraction de ce qui est fabriqué, ont décidé que, puisqu'ils avaient mis en place ces garde-fous, que leur système, qui, comme le système européen, n'avait pas généré de pertes, mais on avait pris des précautions nécessaires, on n'avait plus besoin, ont décidé les Japonais, d'avoir ces pénalisations qui, en fait, empêchent le marché de bien fonctionner, parce que si les banques ont trop de demandes en capital, elles ne fabriquent pas ces instruments qu'elles doivent garder quelque temps avant de les revendre au fil de l'eau à des investisseurs. De même, les compagnies d'assurance sont bloquées. Alors, ils ont enlevé toutes les pénalisations pour revenir au système d'avant parce qu'ils avaient mis en place les mêmes sécurités législatives que nous. Donc, ce que je dis simplement dans le rapport, c'est faisons comme les Japonais, qui, eux non plus, n'ont jamais eu de perte. On a un système qui est très sûr, faisons-le. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les montants qu'on peut imaginer financer directement ou indirectement sont considérables. Si on avait... la titrisation s'est complètement effondrée en Europe. On est passé de quelque chose comme 450 milliards par an avant à 150 milliards. Si on retournait à la situation d'avant, on aurait donc 250 milliards par an de capacité de financement. Si notre marché avait grandi ou grandissait, ou en toute chose étant égale par ailleurs, en proportion, comme le marché, je ne dis pas le marché américain, mais le marché japonais ou le marché canadien, on aurait 500 milliards de capacité de financement par an. Et si en plus on fabrique une plateforme, ce que j'ai proposé, parce que la plateforme de type Fannie Mae et Freddie Mac, elle n'existe pas qu'aux États-Unis, elle existe, ou par parenthèse, la plateforme aux États-Unis n'a pas perdu un centime. Mais elle existe maintenant au Canada, elle existe au Japon, donc on a des pays qui se sont servis de ça. On pourrait probablement avoir une masse de financement, alors là, pas par an, mais construire peu à peu une masse de financement supplémentaire de l'ordre de 1500 milliards d'euros. Donc, je cite ces chiffres parce que vous voyez que par rapport aux 800 milliards ou 900 milliards par an de besoins de financement, je dis quelquefois, si on fait ça, on a une chance de pouvoir financer la transition climatique et la transition digitale. Si on ne le fait pas, je crois qu'on n'a aucune chance et qu'on ne financera pas, donc on ne fera pas les transitions. Comment est-ce que ça se fait Comment est-ce que ça se montrera techniquement? Pardonnez-moi, je suis un tout petit peu long sur la titrisation, mais je crois que c'est important. Eh bien, soit on titrise directement, par exemple, des actifs de financement, des prêts de financement des infrastructures de transition énergétique, soit on finance des crédits qui peuvent être des crédits soit aux entreprises, soit même des crédits immobiliers, mais à ce moment-là qui font de la place dans les bilans des banques, qui permettent aux banques de refaire des crédits sur d'autres choses. Donc c'est une façon de faire tourner les bilans des banques et d'augmenter la capacité de financement des banques. Ce qui répond à une des questions, de vos questions, je crois, qui était, mais les banques sont bien outillées pour apprécier le risque. Oui, elles doivent apprécier le risque, elles doivent faire les crédits, elles doivent, si elles titrisent, elles gardent une partie. Elles peuvent vendre ces parts d'outils titrisés et refaire d'autres crédits en appréciant à nouveau le risque et ainsi faire tourner leur bilan. Sur l'épargne, l'idée que nous avons eue est assez simple, au fond. C'est de dire on a effectivement beaucoup réfléchi dans le passé à ce qu'on pouvait faire pour mobiliser cette épargne. La Commission avait proposé le PEP qui a été adopté et qui est mort-né, qui n'a pas fonctionné. Pourquoi il n'a pas fonctionné? Je dirais fondamentalement, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un instrument qui est relativement complexe à cause des différences de législation et des différences notamment de législation fiscale, pas uniquement. Donc comme c'est un instrument compliqué, c'était pas très facile à vendre. Et puis, cerise sur le gâteau, le Parlement européen a décidé de fixer un montant maximum de rémunération qui a été mis
à un niveau qui est irréaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on dit dans le jargon, dans notre jargon franglais, pardonnez-moi, il n'y a pas de business case, il n'y a pas d'intérêt pour les intermédiaires à fabriquer ce produit, puisqu'ils le fabriqueraient à perte ou sans marge. Et donc, ça n'a intéressé personne. Donc, à trop vouloir défendre le consommateur, on l'a tellement bien défendu qu'il n'y a pas de produit. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, à mon humble avis, être assez méfiant sur la fixation réglementaire des tarifs et des prix, et que finalement la meilleure défense du consommateur, c'est quand même la concurrence quand ça marche bien. Donc nous nous sommes dit, au fond, il y a des différences de tradition suivant les pays, il y a des différences réglementaires et fiscales qui rendent difficile de fabriquer des produits européens tout de suite. Pourquoi ne pas dire, au fond, tous les produits qui respecteraient un certain nombre de principes, et notamment d'aide de l'épargne à long terme, de faciliter le placement en action, qui aurait une incitation fiscale liée à cet engagement à long terme et à cette prise de risque qui peut être limitée quand même. Eh bien, si on disait tous ces produits qui répondent à des conditions agréées entre nous sont labellisés comme produits d'épargne européens, c'est peut-être la meilleure chose pour faire démarrer le mouvement. Après, peut-être que plus tard, on arrivera à fabriquer des produits européens, mais on en a d'ailleurs qui sont les fonds d'investissement, UCIT, LCIT. Donc, il y a des choses qui ont été faites. D'ailleurs, heureusement, l'Union des marchés de capitaux a quand même produit quelques bons résultats. Mais on s'est dit, c'est probablement la meilleure chose pour avancer. J'en profite pour dire que, autant sur la titrisation, comme on a besoin de faire des changements réglementaires, on ne peut pas faire l'économie d'une décision, d'une législation européenne, puisqu'il faut changer des textes de directives ou de règlements européens. En revanche, pour le produit d'épargne, si tout le monde n'est pas d'accord, on peut parfaitement essayer de progresser à plusieurs. C'est en particulier sur le produit d'épargne que la France a essayé avec l'Allemagne de progresser et d'arriver à définir quelques principes qui pourraient être ensuite partagés avec d'autres États membres. Ça avait pas mal progressé à l'automne, je dois dire, ces discussions bilatérales. On a été évidemment dans une période où ni du côté français ni du côté allemand, c'était très facile d'avoir un dialogue au niveau des deux gouvernements, mais on peut espérer que les choses se normalisent et que par conséquent on puisse reprendre avec un appui des deux gouvernements français et allemand. Moi j'ai constaté moi-même un réel intérêt d'autres pays membres, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, et on voit bien que quand il y a une masse critique qui commence à se former avec des États importants de l'Union européenne, il y a une tendance pour les autres à avoir envie d'en être. Donc peut-être on pourra démarrer cela d'une façon pragmatique par un accord entre États membres. Peut-être que la Commission, qui préférerait avoir une initiative européenne globale, réussira à convaincre de cela. Sur les deux autres volets, je vais être plus rapide. Au fond, nous avons fait le constat, comme Enrico Letta, comme Mario Draghi, que pour qu'un marché soit vraiment liquide, efficace, et que la stabilité financière soit assurée dans un marché qui grandirait, nous avons besoin d'un peu plus de supervision européenne. Quand je dis supervision européenne, ça ne veut pas dire, parce
que ça fait peur à certains, tout concentrer à l'ESMA à Paris, mais développer un système où l'ESMA est chef de file et où les superviseurs nationaux sont vraiment, respectent les mêmes règles, sont eux-mêmes, que l'ESMA puisse vérifier eux-mêmes la façon dont ils appliquent les règles. Et il y a des domaines où il vaut mieux concentrer parce que ce sont par exemple, les infrastructures critiques, nous les avons citées dans le rapport. C'est quand même un paradoxe que nous avons obtenu, nous, Européens, que l'ESMA ait une fonction de co-surveillance des contrats ou des marchés euros qui sont à Londres, et que quand ce sont des contrats ou des marchés euros de la même importance qui sont à Francfort, à Paris ou à Amsterdam, nous n'avons pas de supervision unique. Donc on a des règles différentes pour des marchés qui, je le rappelle, s'il y avait malheureusement un accident, je pense que c'est vraiment un risque extrême d'une probabilité infime. Mais s'il y avait un accident, ce ne sont pas les États membres où les marchés sont installés qui seraient susceptibles d'intervenir et de payer la facture. Ce sont dans les règles de ces marchés, les participants de premier niveau, c'est-à-dire toutes les grandes banques. Et donc, supposons qu'il y ait un accident à Francfort, ce n'est pas l'Allemagne qui paierait, ce sont les grandes banques. Et donc, en ce qui concerne les banques européennes, les plus grandes sont quand même les françaises. Donc, les Français paieraient plus que les Allemands, beaucoup plus. Et donc, la rationalité pour avoir une surveillance par l'autorité allemande est quand même très discutable. Voilà, nous avons également parlé des infrastructures de marché, notamment de post-marché. Je vais peut-être m'arrêter là, sauf s'il y a des questions, pour ne pas prolonger cette introduction. Merci, Monsieur le Gouverneur. Nous vous écoutons quand même avec intérêt, d'autant plus que, évidemment, c'est un dossier très technique. Malgré tout. Donc, peut-être Monsieur le rapporteur général dans un premier temps. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le gouverneur. Peut-être juste 2 ou 3 questions. D'ailleurs, je vais rentrer tout de suite dans un côté pratique autour donc des sujets de financement et notamment sur un sujet qui est lié, qui est celui de la retraite, puisque vous expliquez qu'une des raisons des explications du manque de profondeur des marchés de capitaux est en France liée au fait que nous disposons d'un système de retraite par répartition qui fait que donc on manque d'investisseurs institutionnels majeurs. Estimez-vous donc que s'il y avait davantage un système de capitalisation ou une introduction de retraite par capitalisation, ça répondrait davantage à cette union de l'épargne et de l'investissement. Et j'illustrerai d'ailleurs ce propos, cette question, à travers le fait que le produit que vous avez d'ailleurs évoqué, pan-européen d'épargne retraite individuelle, qui a été créé en 2019, finalement, il n'a pas encore vraiment trouvé son public. Et pouvez-vous nous dire pour quelles raisons, selon vous, puisque je vous ai écouté, mais je n'ai pas entendu peut-être des raisons clairement évoquées dans les éléments que vous nous avez communiqués. Et puis, deuxième sujet que vous avez également évoqué, le sujet de la consolidation bancaire européenne. On voit bien, et vous l'avez dit, qu'elle est souhaitée, elle est appelée de vos voeux, et en tous les cas de ceux qui soutiennent cette initiative. Quelle est la solution selon vous, puisque effectivement un certain nombre de grandes banques sont françaises, et comment, selon vous, la consolidation au niveau européen peut-elle se faire, notamment avec nos premiers voisins? Il y a des questions à se poser, notamment avec Commerzbank, mais pas uniquement. Donc, comment voyez-vous la mise en œuvre de cette consolidation et avec quelle perspective? Si vous voulez bien répondre au rapporteur général en premier, puis après on prendra l'ensemble des questions. Merci, Monsieur le Président. Volontiers. Monsieur le rapporteur général, oui, merci de ces questions
sont utiles pour préciser un petit peu ma pensée. Alors, sur la retraite, bien sûr, le fait que nous ayons dans un certain nombre de pays, et notamment en France, un système de retraite par répartition très développé, nous empêche d'avoir la puissance de feu qu'il peut y avoir aux États-Unis. Au fond, le PEP, c'était l'idée d'imiter ce qui est un instrument extrêmement populaire, extrêmement réparti aux États-Unis, qu'ils appellent le 400K, qui est un compte d'épargne retraite individuelle. Ceci étant, nous avons observé d'abord que dans les pays comme la France, où il y a un système de retraite par répartition très, très important, c'est particulièrement important en France, puisqu'on a rendu le 2e niveau obligatoire, alors que dans beaucoup de pays, seul le 1er niveau est obligatoire. Mais nous avons malgré tout développé un produit qui répond bien à ce que serait le label européen, en tout cas très largement, qui est le plan d'épargne retraite individuelle. Donc, certains pays qui n'ont pas cela ont regardé et nous ont dit quand même, votre truc en France, c'est peut-être pas d'énormes montants, mais c'est quand même très attractif et peut-être que chez nous, ça marcherait avec encore plus de puissance parce que notre système de retraite par répartition est un peu moins développé que le vôtre. Enfin, il va moins loin dans la couverture des besoins de la retraite. Et donc, c'est au fond sur cette idée-là que nous nous sommes concentrés. D'autres pays comme les Pays-Bas qui ont un système de fonds de pension extrêmement développé, donc d'épargne retraite collective mais par capitalisation, m'ont dit notre système est très bien, mais il faut reconnaître que notre épargne est massivement investie hors d'Europe. Et au fond, il n'y a pas dans notre construction juridique suffisamment d'incitation à ce qu'il y ait une dose minimale, je ne dis pas 100%, mais une dose significative d'obligation d'investissement en Europe. Donc, c'est pour ça qu'un des critères que nous avons retenu est le critère d'investissement d'une fraction significative à débattre entre États membres d'investissement en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui existe, par exemple, en France sur le produit d'épargne en action, le PEA, qui n'existe pas dans certains autres pays sur des produits d'épargne en action qui est une incitation fiscale. Et au fond, nous avons raisonné en disant, il y a beaucoup d'incitations fiscales. Bien sûr, on ne va pas obliger les gens à investir uniquement en Europe ou essentiellement en Europe s'ils investissent sans incitation particulière. Mais si les États mettent en place une incitation fiscale qui donc implique un certain effort budgétaire de la part de la puissance publique, est-ce qu'il n'y aurait pas une rationalité à ce que, en échange, on demande qu'une fraction significative soit investie en actifs européens? Est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons aussi de dire, si vous avez une incitation fiscale, un avantage fiscal, peut-être qu'on peut vous demander d'aller sur des produits qui sont fabriqués de telle façon qu'il y ait quand même une certaine dose d'investissement en actions, parce que je rappelle que pour le financement des transitions et de la croissance, il ne suffit pas de faire de la dette, parce que les entreprises ne peuvent pas indéfiniment accumuler de la dette si elles n'ont pas un minimum de fonds propres. Et donc, il faut bien qu'on développe le marché action, même si ce n'est pas la seule chose à faire. Il y a beaucoup d'instruments de dette, d'ailleurs, on a évoqué à l'instant la titrisation. Et donc, au fond, nous nous sommes dit, alors sans aller dans le détail et faire des prescriptions précises, mais on s'est dit quand même, dès lors qu'il y a incitation fiscale, est-ce que c'est logique que l'incitation fiscale, alors je vais prendre le cas de la France, et pardonnez-moi, je suis peut-être un tout petit peu provocateur, mais en France, les incitations fiscales, bon, il y a le PEA, il y a le PER, ça c'est bien, mais historiquement, elles allaient massivement quand même sur l'épargne réglementée, qui est de l'investissement à court terme, presque à vue,
elles allaient massivement sur l'assurance vie, qui était elle-même, jusqu'à ces dernières années, massivement des fonds en euros qui, en pratique, étaient remboursables à tout moment. Donc, au fond, le gros effort d'incitation fiscale de l'État français, il allait quand même sur des produits qui, certes, étaient bien orientés majoritairement sur l'épargne, sur les besoins d'investissement français-européens. Ça, c'était le bon aspect des choses, mais qui, en termes de prise de risque et de financement de l'économie, ne répondait quand même pas à ce qui est le plus, peut-être le plus nécessaire aujourd'hui, parce qu'on a tout le reste. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée qui était derrière cela. Sur la consolidation bancaire européenne, alors on est plus dans le domaine de l'union bancaire que de l'union d'épargne et investissement, mais c'est une question que j'aime bien. Moi, je suis frappé de voir que même à l'intérieur de la zone euro, où on a fait une vraie union bancaire avec un système de supervision organisé autour de la BCE, avec des règles en principe uniques, etc., on a une législation qui est telle qu'elle autorise dans un certain nombre de domaines des États membres à en rajouter des couches nationales. Donc, moi, il y a des choses qui me choquent profondément. Ce n'est pas le cas en France, d'ailleurs. La France est, pour l'essentiel, met en œuvre les règles européennes, point. Mais vous avez des pays, tout près de chez nous, comme l'Allemagne, la Belgique, qui interdisent la libre circulation de la liquidité à l'intérieur d'un groupe bancaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Unicredit veut grandir en Allemagne, c'est qu'elle a une banque qui a des excès de ressources et elle voudrait avoir une banque qui a des besoins de ressources pour arriver à faire son pool en Allemagne. Elle ne peut pas transférer cette liquidité facilement en Italie. BNP Paribas en France ne peut pas facilement transférer la liquidité qu'éventuellement il a en surplus à certains moments dans sa filiale belge dans le reste du groupe. Donc on a ce type de règles. On a aussi dans la réglementation elle-même, par exemple, des fonds propres complémentaires qu'on appelle le MREL, là, qui donne une couche de sécurité supplémentaire. C'est en principe, ça devrait être mondial. D'ailleurs, la règle mondiale qu'on appelle TILAC, pardonnez-moi de tous ces acronymes, mais c'est quelque chose qui doit être vu au niveau du groupe. En Europe, on a cru bon de le décliner, de le durcir d'ailleurs en fabriquant une règle particulière. Mais surtout, on a laissé les États membres qui le voulaient, et certains l'ont fait, exiger qu'une fraction de ces fonds propres complémentaires soit localisée dans leur filiale. Ce qui, à l'intérieur d'une union bancaire, est complètement absurde. C'est comme si on disait à une banque française, les fonds propres que vous avez en Midi-Pyrénées, vous n'avez pas le droit de les transférer en région parisienne ou dans le Grand Est, parce que on veut avoir les fonds propres sur place. Donc on voit bien que ça ne marcherait pas. On est dans cette situation-là au niveau européen. Donc ça veut dire qu'il y a des progrès considérables à faire pour interdire tout ce genre de pratiques et faire qu'on ait une vraie union bancaire. Tant qu'on n'a pas cela, c'est compliqué pour les banques, sauf des cas particuliers. J'en ai cité un à l'instant sur Italie-Allemagne, mais c'est compliqué pour des banques de se développer beaucoup en Europe, parce qu'au fond, c'est aussi contraignant et coûteux de se développer en Europe que de se développer dans d'autres parties du monde. Et donc, ce ne sont pas toujours les meilleures opportunités. En revanche, il y a une intégration bancaire qui se fait assez bien sur notamment les métiers de marché, les métiers d'épargne et d'investissement. On voit par exemple que les banques françaises, qui sont les meilleures en Europe sur les activités de marché, l'organisation d'émissions obligataires des entreprises, sur
la fabrication de ce genre d'instruments, on voit bien qu'elle se développe dans les autres pays européens, y compris en Allemagne, et donc ça aboutit à une certaine intégration du marché. Bien, merci. On va donner la parole à nos collègues. Alors, avec une fois quelqu'un des affaires européennes, pardon, une fois quelqu'un de la Commission des finances, et quelquefois ils sont communs d'ailleurs. Alors, on va commencer par affaires européennes. Christine Lavarde. Merci. Comme ça, Monsieur le Président, je pourrais presque parler pour les deux commissions. Monsieur le gouverneur, ma première question, c'est: ne pensez-vous pas que l'autorité bancaire européenne remet en cause la compétitivité de nos banques? Je m'explique. La Commission européenne avait acté le report d'1 an de la FRTB. Donc, pour mes collègues, c'est le cadre réglementaire qui vise à renforcer le contrôle du risque de marché des banques, notamment prenant en considération que les Américains avaient décidé, eux, de décaler justement l'application par leurs banques de ce qui s'appelle aussi plus communément BAL 4. Et là, très récemment, l'autorité bancaire, en fait, s'apprête à demander justement à nos banques de publier dès 2025 des données de solvabilité dans le référentiel futur de BAL 4. Donc, c'est ma première question. La seconde, c'est ne pensez-vous pas que la réforme du cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts, dit autrement CMDI, n'est pas porteuse de deux risques? D'une part, renforcer la fragmentation du marché bancaire européen, et par ailleurs introduire une distorsion de concurrence en donnant accès à certaines banques à des fonds publics, alors même qu'elles n'auraient pas mis en place le dispositif interne de buy-in. Monsieur le gouverneur, on va vous donner une série de questions. Comme ça, vous répondrez globalement. Alors, pour la commission purement finance, donc Pierre Barros. Oui, merci Monsieur le Président. Petite question, enfin deux questions en fait. Sur la question de l'autorité de surveillance, quelle composition, qui participe en fait à cette autorité de surveillance, quelle gouvernance? Ça pose évidemment des questions démocratiques. Qui décide en fait de surveiller le dispositif que vous présentez? Deuxième question sur j'ai bien compris que les marchés de capitaux, à un moment donné, ou est-ce que j'ai mal compris, mais essaient de s'affranchir quand même du système bancaire. Donc on va aller chercher directement de l'argent directement sur les marchés. Et la titrisation de créances permet aux banques, pour le coup, de libérer des capacités à générer du flux et de l'emprunt. Mais sur la question du financement, qu'est-ce qu'on finance avec ça? Qu'est-ce qu'on libère comme argent? Pour faire quoi? Et quand vous mettez en parallèle la capacité de ces dispositifs à générer des moyens pour, par exemple, la transition écologique, le rapport Draghi et autres, pourquoi pas aussi la question des infrastructures, de transport et tout ce qu'on a besoin et ce qu'on connaît notamment sur la commission aménagement du territoire. Qu'est-ce qui permet plutôt de porter ce type de financement vers ce type d'investissement plutôt que d'aller chercher des investissements vers des sujets qui rapportent encore aujourd'hui très fortement, notamment l'économie du pétrole? C'est-à-dire qu'il y a plus de risques à aller chercher des projets du côté de la transition écologique aujourd'hui plutôt que d'aller financer, pour le coup, encore une fois, des projets portés par Total Energy, par Exxon et par autres. Voilà, c'était mes deux questions. Florence Béatrix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, donc, parmi vos propositions, évidemment, il y a la relance de la titrisation ou le produit d'épargne de long terme. Vous semblez dire que le développement des produits d'épargne de long terme pourra se faire à plus court terme, justement. Concernant la relance de la titrisation, à quelle échéance, avec quel texte européen? Et cela implique aussi une convergence en matière de fiscalité, notamment de rapprochement du droit des faillites. Est-ce que cela ne risque pas de prendre beaucoup de temps?
Ensuite, concernant la création d'un 28e régime de supervision qui peut être choisi sur la base du volontariat et que vous souhaitez plus permissif que les autorités nationales, est-ce que ce n'est pas une solution intermédiaire et finalement insuffisante pour répondre à la fragmentation financière en Europe? Et enfin, j'aurais une question un peu technique sur le développement du règlement livraison. Pourquoi la blockchain serait-elle indispensable alors qu'en réalité aucun acteur important du secteur n'a réussi à l'imposer et à en faire une évidence? Et donc pourquoi est-ce que vous insistez sur ce point dans le rapport? Et enfin, est-ce que l'euro numérique pourrait jouer un rôle dans l'unification des infrastructures financières européennes? Je vous remercie. Merci Florence. Grégory Blanc. Une bonne série, hein, vous allez voir. Hein, ça va être riche, vous allez voir. Grégory Blanc. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Gouverneur. D'avant, je vous prie de m'excuser si je n'écoute pas votre réponse. Il va falloir que j'aille en séance, mais je ne manquerai pas de la lire après. Sur la titrisation, ma collègue vient d'en parler. Je vous avoue que c'est une question de béotien, mais si j'ai bien compris la crise de 2007-2008, on avait d'un côté effectivement des produits structurés qui apparaissaient pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels hors bilan, notamment, et avec des produits échangés dans des chambres de compensation noires ou du moins grises. Et donc, au-delà de la perte de valeur pour les investisseurs institutionnels liés aux produits structurés, on a eu aussi par, j'allais dire, ces mécanismes d'échange, aussi un phénomène de déstabilisation du marché interbancaire, ça tout le monde l'a bien compris. J'ai bien entendu vos propos sur la nécessité d'améliorer les mécanismes de supervision, et j'ai bien compris aussi vos propos sur la nécessité d'avoir plus de profondeur pour attirer davantage de capitaux et donc de relancer des produits structurés avec des règles, etc. Ça, j'ai compris cette partie-là. Je ne vous ai pas entendu sur les chambres de compensation, sur la façon de réglementer cela. Et je vous pose la question parce qu'on voit bien que entre 2007-2008 et aujourd'hui, on a aussi le virtuel qui est apparu, on a les cryptoactifs qui sont apparus. Je vous avoue que tout ça, pour moi, est un peu nébuleux, mais je souhaiterais vous entendre là-dessus, parce que autant sur la réglementation des investisseurs institutionnels, les choses sont claires, autant sur la deuxième partie, j'ai plus de mal. Voilà, je vous remercie. Alors j'en ai une dernière pour l'instant, Isabelle Briquet, puis on va vous donner la... Isabelle Briquet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, une question très très courte puisque vous avez déjà répondu à certaines de mes interrogations, notamment à travers la question du rapporteur général. Mais dans tout ça, en fait, comment garantir que cette union des capitaux pourra bénéficier également aux petites et moyennes entreprises et pas seulement aux grandes entreprises et aux marchés financiers? Je pense que c'est un enjeu auquel nous sommes attachés, donc j'aimerais bien avoir quelques éclairages là-dessus. Merci. Et je vous en mets une petite dernière, Monsieur le Gouverneur, mais juste pour la soif. Comment peut-on revenir sur finalement la question qui paraît assez logique, qu'au sein de l'Europe, il y a des pays qui considèrent que l'union des marchés de capitaux, alors maintenant on l'appelle épargne et investissement, c'est beaucoup mieux, parce que ça montre plus les objectifs que le produit lui-même. Mais comment fait-on pour que des pays qui ont peu de projets à financer, si je puis dire, mais qui souhaitent garder leur épargne pour pouvoir les financer, ne craignent pas que leur épargne, finalement, favorise le développement des grands pays industriels au détriment de leur propre développement? Comment on peut les rassurer sur le fait qu'il y a un retour vers eux en termes d'utilisation, finalement, de ces capitaux? On va vous donner la parole pour quelques instants, j'en ai peur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'essaie de prendre les choses
dans l'ordre. Je ne sais plus si j'ai répondu, si je vous ai répondu, monsieur le rapporteur général. Oui. Donc sur les questions, l'ABE et la gestion du cadre CMDI, en fait, ce que j'ai compris, d'ailleurs je serais étonné du contraire en ayant eu l'occasion de parler avec les dirigeants de l'autorité bancaire européenne relativement récemment, en fait ce qu'ils ont préparé, c'est simplement ce qu'ils sont tenus de faire dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de report. Mais tout le monde espère qu'il y aura un report. Je dois dire d'ailleurs que moi je pense que c'est, à titre personnel, que c'est un volet qu'il faut non pas geler pour 1 an, mais geler pour beaucoup plus longtemps. Parce que les Américains ne vont pas le faire. Les Britanniques à mon avis, ne vont pas le faire tant que les Américains ne le feront pas. Et je pense qu'un certain nombre d'autres grands pays vont geler cela. L'Europe, malheureusement, s'est précipitée, comme souvent, pour mettre en place une législation sur la base d'un accord international sans savoir si les autres le feraient. Si on le fait, on tue les banques européennes sur ces métiers. Si on tue les banques européennes sur ces métiers, on n'aura que les banques américaines. Et les banques américaines, le jour où il y a un problème, elles donnent la priorité au marché américain. On l'a vu au moment du Covid. L'activité des banques américaines en financement et en organisation d'émissions obligataires s'est considérablement affaissée, alors que certaines banques européennes, notamment des banques françaises, ont au contraire développé beaucoup leur activité à ce moment-là, parce qu'il y avait des entreprises de différents pays européens qui avaient besoin de capitaux. Donc les banques françaises ont été organisées des émissions obligataires pour des grandes entreprises allemandes, mais les américaines étaient beaucoup moins là qu'elles ne l'étaient avant. Donc on a besoin d'avoir des acteurs européens importants, et il faut vraiment éviter de les affaiblir, voire de les tuer sur ces métiers-là. Sur la gestion du cadre, à titre personnel, moi ça me choque beaucoup que des banques qui n'ont pas contribué à la confection d'un fonds de garantie puissent avoir accès à ce fonds de garantie. Je trouve en effet que c'est un cas typique où, disons, le système bancaire français paye beaucoup pour les autres, et que d'un point de vue national, ça n'est pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense de toute façon que ce fonds de résolution, au fond, l'Europe est la seule à avoir fabriqué un fonds de résolution de ce type. La résolution, ça doit quand même être essentiellement quelque chose qui est financé par l'entreprise elle-même. Je veux dire que la résolution, ça consiste essentiellement à obliger les banques à avoir des plans par avance, au cas où il arrive un accident, où elles ont une faiblesse, des plans dans lesquels elles ont prévu de pouvoir vendre par département, par morceau, un certain nombre d'actifs, de façon à pouvoir et finalement, le cas échéant, se faire racheter étant beaucoup plus petit et bien diminué. Mais vraiment, un fonds de résolution, ça doit être une solution extrême. Je trouve déjà qu'on y a mis beaucoup d'argent, mais en tout cas que la charge a été mal répartie historiquement entre les grandes banques, c'est-à-dire avant tout les banques françaises, un petit peu les grandes espagnoles et italiennes, et les banques moyennes ou petites. Donc je ferme la parenthèse, mais je pense effectivement que c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de minimiser ce que payent les banques françaises, parce que finalement c'est la France qui paye à travers cela. Sur la question de l'autorité de surveillance et du caractère démocratique, c'est-à-dire décidé par les autorités politiques, nous avons, dans le domaine bancaire, mis en place, par une législation européenne, qui a donc été transcrite en droit français comme dans tous les droits, nous avions mis en place un système de supervision
avec une clé de voûte qui est à la BCE et des autorités de supervision nationale, comme la CPR en France, qui font partie du système. Et la façon dont les banques sont surveillées, c'est une intervention conjointe avec des équipes de supervision conjointes qui assurent cette surveillance qui est extrêmement rapprochée et forte. Donc ce que moi j'imagine dans le moyen long terme pour les marchés et donc les acteurs de marché, pas seulement les banques d'investissement, mais surtout les gestionnaires d'actifs, gestionnaires de fonds, c'est d'avoir un système du même type, avec l'ESMA qui serait le chef de file naturel, qui pourrait exercer directement et presque seul, encore elle n'a pas besoin d'être seule, la supervision des très grandes infrastructures systémiques et transfrontières, mais qui pourrait surtout faire travailler dans un collège de superviseurs les superviseurs des principaux pays d'intervention de l'acteur considéré. Il y a des choses aujourd'hui qui sont bizarres, par exemple, et qui pèsent sur la compétitivité. Vous prenez un grand gestionnaire d'actifs, prenons un gestionnaire d'actifs français, Amundi, ou toutes les grandes banques en ont, mais bon, Amundi est le plus grand. Alors vous prenez ce gestionnaire d'actifs, il crée un produit dans une de ses filiales, il peut l'enregistrer à Luxembourg ou ailleurs, peu importe, ou à Paris. Ensuite, il va vouloir le vendre en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Dans tous les pays où il est actif, c'est la plupart des pays européens. À chaque fois qu'il va aller dans un pays, alors que c'est un fonds européen qui répond à la réglementation européenne, un fonds UCITS, etc., pour enregistrer, c'est une SICAV en quelque sorte, ou un fonds commun de placement qui est de droit, enfin qui répond à la législation européenne. Il va falloir que dans chaque pays, il fasse un enregistrement, un certain nombre de diligences. Donc, c'est facteur de coût, de délai, de complications. S'il va aux États-Unis, qui crée un produit de type américain dans l'État où il est installé, il peut le vendre absolument partout aux États-Unis sans aucune diligence supplémentaire. Donc, c'est là qu'on voit bien qu'on n'a pas le système intégré. Alors, comme on voit bien qu'il y a quand même des réticences à passer d'un coup à cette supervision unique, on l'a fait dans le domaine bancaire à la faveur de la crise de 2010-2012, mais on n'aurait sans doute pas réussi à le faire autrement. Il faut y aller par étapes. C'est pour ça que nous nous sommes dit, au fond, il y a des choses qui sont évidentes, ce sont les grandes infrastructures systémiques. Et puis peut-être que pour lancer le mouvement, on pourrait donner un droit d'option. Donc, je reprends mon exemple d'Amundi. Si ils voient un intérêt à pouvoir vendre ces produits directement dans tous les pays, dès lors que ce sont des produits européens qui ont reçu le coup de tampon de l'ESMA, en quelque sorte, en l'espèce, eh bien, ils pourraient les vendre partout sans avoir besoin de faire ces diligences. Et peut-être que ça va peu à peu inciter les gens à venir. Alors, je ne cache pas que l'idée que, comme le disent certains, que le supervisé choisit son superviseur, ça suscite toujours un petit peu de réaction et de gêne. Mais il faut qu'on trouve un moyen pour lancer le mouvement en douceur, sans forcer la main de qui que ce soit, parce que, comme une autre question le faisait observer, il y a un certain nombre de pays qui ont peur que leur épargne, au fond, parte financer les grands pays. Je vais revenir sur cette question dans un instant. Sur la question de s'affranchir du système bancaire en faisant de la titrisation, mais au fond, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qui nous assure que cette épargne va aller financer ce type d'investissement, et est-ce que c'est pas plus intéressant de financer du pétrole? Alors, en l'espèce, en fait,
l'industrie du pétrole et du gaz s'autofinance. On peut en être content ou le déplorer, mais de toute façon, les grandes compagnies pétrolières du monde entier n'ont absolument besoin d'aucun financement pour financer la recherche, quand elles en font encore, le forage de nouveaux puits, la mise en production. Elles ont suffisamment d'autofinancement et n'ont besoin de rien. En réalité, les seuls financements qu'elles demandent parfois, c'est des financements dans le domaine des énergies renouvelables. C'est-à-dire que les seules fois où Total va chercher, le cas échéant, un petit peu d'emprunt obligataire, voire de financement bancaire relais, c'est pour développer des champs solaires, des champs d'éoliennes, si elle n'a pas suffisamment d'autofinancement qui vient du pétrole et du gaz. Mais ça, non. En réalité, la question que j'ai déjà eue, c'est pour être posée d'une façon plus générale, me semble, c'est de dire au fond, si on titrise par exemple des emprunts immobiliers, qu'est-ce qui nous assure que cet argent, au fond, que la place que vous libérez dans les bilans bancaires va permettre d'initier des opérations de financement des infrastructures énergétiques, des infrastructures de transport, des choses dont on a vraiment besoin pour la transition. Alors, je dirais, en fait, tout est dans tout. On a des besoins supplémentaires. Les banques iront financer ce qui a besoin d'être financé en trouvant le juste prix et les garanties nécessaires pour protéger leurs déposants ou protéger les épargnants qui rachèteront ces instruments, ces crédits lorsqu'ils seront titrisés. Ça se fera naturellement. C'est pas la peine de mettre des réglementations très compliquées pour dire si on vous autorise à titriser, il faut que vous investissiez dans telle ou telle chose. Tout ce qui est bureaucratique, en général, aboutit à empêcher les résultats de se produire. Donc, moi, je suis absolument convaincu que si on donne de la capacité de financement à la fois directement, parce qu'on aura des investisseurs qui vont investir dans des SICAV qui elles-mêmes seront des SICAV qui iront investir dans des instruments de prêt titrisés ou directement sur le financement d'infrastructures, dans des obligations émises par ces infrastructures ou dans des actions émises par les gestionnaires d'infrastructures, parce qu'ils font un peu de fonds propres aussi, ça se fera naturellement. Donc je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ce qu'il faut, c'est créer le mouvement et arrêter de faire en sorte que créer des opportunités d'investissement et arrêter au fond d'inciter involontairement, mais par des incitations fiscales mal ciblées ou non ciblées, d'inciter les Européens à acheter trop d'actifs américains et souvent d'actifs liquides qui sont moins bien rémunérés, parce qu'on a quand même vu de l'épargnant ce paradoxe que l'épargne européenne investie dans des actifs américains très liquides est une épargne mal rémunérée, toutes choses étant égales par ailleurs, et l'épargne américaine, la petite épargne américaine qui revient, ou les financements américains qui reviennent en Europe, achètent des actions, et là ils ont une rémunération, ils prennent plus de risques, mais ils ont aussi une rémunération moyenne beaucoup plus élevée. Donc en fait c'est un transfert de richesse au détriment des épargnants européens, d'une certaine façon. Sur la relance de la titrisation enfin, sur l'ensemble des propositions d'ailleurs, quel est le calendrier possible, comment les choses vont-elles se passer? Alors aujourd'hui, nous en sommes au point suivant. La Commission européenne a lancé au début de l'automne une consultation des acteurs et du marché sur la titrisation. Cette consultation a été close à fin décembre. Normalement, la Commission européenne devrait venir avec une proposition législative
en principe, je crois, au mois de juin. Et donc, c'est quelque chose qui ensuite devrait entrer dans le cycle législatif européen normal. Sur produits d'épargne et les autres points en général, normalement, la Commission devrait faire une communication au mois de mars sur l'ensemble des sujets union de marché de capitaux ou union d'épargne et d'investissement, et dire ce qu'elle se propose de faire ou comment elle réagit aux différentes propositions qui ont été faites dont le rapport que j'ai eu l'honneur de présider fait partie d'ailleurs, puisque nous avons été aussi, j'ai été appelé en même temps qu'Enrico Letta à témoigner devant le Parlement européen. Donc ça fait bien partie, cette initiative française fait maintenant bien partie du paquet qui va être discuté au niveau européen. On verra au mois de mars ce qu'il en sort, mais normalement ça devrait en effet couvrir les autres sujets. Sur les questions de règlement livraison et pourquoi la blockchain et est-ce que l'euro numérique a un rôle à jouer. Alors, nous sommes aujourd'hui, et accessoirement, c'est là qu'on retrouve les difficultés de l'absence d'harmonisation suffisante du droit des faillites, un peu du droit boursier. Aujourd'hui, le règlement livraison peut se faire soit dans des chambres de règlement livraison qui ont été fabriquées, qui se sont agrégées, comme Euroclear, qui est en fait à l'origine la chambre française, qui s'est agrégée avec la chambre belge, la chambre néerlandaise, et les systèmes. Bon, il se trouve que c'est localisé, que le siège est localisé à Bruxelles, mais c'est un système et qui donc s'est développé et est capable de faire le règlement livraison de titres d'un certain nombre de pays parce qu'il a intégré dans le système le droit boursier et le droit des sociétés français, néerlandais, allemand aussi en pratique, belge, etc., quelques autres. Mais par contre, et ça me permet de répondre en même temps un peu à la question comment surmonter la crainte des petits États que leur épargne parte ailleurs. On a eu, il n'y a pas très longtemps, le cas d'une entreprise d'un pays de l'Est de l'Europe, la République tchèque en fait, qui aurait voulu se faire coter à Paris en disant ça me permettra d'avoir une société qui réussit très bien, je voudrais avoir accès à beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de capacités de financement, faire des augmentations de capital dans le marché avec plus de répondants, et donc je suis intéressé par le marché de Paris. Oui, mais comment faire le règlement livraison? Euroclear n'a pas dans son système la capacité de faire le règlement livraison en droit tchèque. Or, il peut y avoir des particularités en termes des conditions mises ou des diligences à suivre pour le paiement des coupons, des dividendes d'actions. Il peut y avoir des tas de spécificités qui nécessitent de spécificités juridiques et fiscales qui nécessitent d'être intégrées dans le système. Et donc, on voit bien qu'il y a des obstacles aujourd'hui, puisque en l'espèce, ça a été reporté, cette affaire. Il y a des obstacles très importants. Donc, tout ce que j'ai proposé dans le rapport ne fera pas l'économie d'un rapprochement absolument indispensable, d'une harmonisation du droit boursier, du droit des sociétés, du droit des faillites. Bon, faut pas...
à mon avis, il ne faut pas qu'on se dise tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut rien faire, parce que là, on va faire du surplace pendant peut-être 10 ans encore. Mais au contraire, je pense que c'est en se heurtant à des cas concrets que les uns et les autres vont découvrir que, en fait, leur intérêt n'est pas forcément de se replier sur eux-mêmes, de dire j'ai ma petite bourse, j'ai mon petit système de règlement livraison, j'ai ma petite chambre de compensation, je garde mon épargne chez moi et que personne ne vienne me la prendre, parce qu'en fait, ils ont des opportunités qui vont être perdues pour leurs entreprises et donc pour leur développement économique. Sur la question des produits structurés à l'origine de la crise de 2007-2008 et la question des chambres de compensation, je dirais un mot des cryptos après. À la suite de cette crise, on a rendu obligatoire la compensation des échanges d'instruments financiers. D'où d'ailleurs un développement absolument extraordinaire des chambres de compensation, notamment pour les produits dérivés, pour les produits structurés. Et donc, ça, c'est une règle qui, pour le coup, a été mise en place mondialement. Et donc, ça fonctionne assez bien. La seule inquiétude, je trouve, qu'on peut avoir, c'est de se dire les chambres de compensation, elles sont surveillées par différents superviseurs, c'est fragmenté. Et quand ces chambres de compensation ont un aspect systémique, c'est en fait là que le risque se concentre. Et donc c'est là qu'à mon avis, on a besoin d'avoir, en particulier là, qu'on a besoin d'avoir une supervision européenne très forte, avec une institution qui vraiment aille s'assurer que les risques sont parfaitement maîtrisés et qu'il n'y a pas de risques cachés qui puissent se construire. Les cryptos, effectivement, ne sont pas nécessairement échangés dans une chambre de compensation, ils sont échangés nulle part d'ailleurs. Moi, je suis très gêné sur les cryptos parce que je considère fondamentalement que c'est une non-valeur. Je dis parfois, ça a beaucoup des caractéristiques d'une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, ça ne vaut rien, ça ne vaut que parce que vous espérez que quelqu'un va être prêt à vous le racheter le jour où vous voulez le vendre. Mais il y a derrière, il n'y a ni créance, ni droit de propriété sur un actif réel, il n'y a rien. Et donc, c'est purement... ouais, c'est purement spéculatif. Moi, c'est purement spéculatif. Tant que vous avez un spéculateur qui est prêt à vous le racheter plus cher que vous-même vous l'avez acheté, c'est bon, ça marche. Donc, c'est extrêmement, pour moi, intrinsèquement dangereux. Ceci étant, alors du coup, ça n'est pas réglementé parce qu'on ne veut pas reconnaître que c'est un actif financier digne de ce nom. Mais du coup, ça attire quand même beaucoup d'épargne. Et moi, ça me pose un vrai problème. Quand je pense, par exemple, alors pardonnez-moi, je m'étais promis de ne pas faire de remarques politiques. J'espère que celle-ci ne le sera pas trop. Mais quand je vois qu'on a dû, pour des raisons budgétaires que je comprends, se poser la question d'un relèvement de la taxe sur les transactions financières, qui consiste essentiellement à pénaliser les investissements en actions, qui sont la chose dont on a le plus besoin, et qu'on ne taxe pas l'investissement dans les cryptos, qui sont l'instrument qui ne finance rien du tout et dont on n'a absolument pas besoin, vu de Sirius, de là où je regarde, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel effectivement il faudra avancer. J'ai pas réfléchi beaucoup plus sur les cryptos que ce que je vous dis là, un petit peu quand même, mais bon. Par contre, la blockchain, elle a été utilisée pour les cryptos, mais elle n'est pas nécessairement liée aux cryptos. D'ailleurs, quand les banques centrales disent on veut développer un euro numérique, on peut discuter pour savoir si elles devraient faire d'abord un euro numérique de gros, ce qui est
ma préférence personnelle, ou un euro numérique de détail, mais elles vont utiliser la blockchain, mais elles vont l'utiliser avec du vrai euro, de la vraie monnaie, et pour faire des transactions, des vraies transactions, et faciliter le financement de vrais investissements, donc, et avec de la vraie épargne. Donc là, c'est quelque chose de très sérieux. Donc c'est la question, en fait, qu'on a regardée, c'est uniquement de savoir si est-ce que la technique de la blockchain, utilisée dans un vrai circuit contrôlé par la Banque centrale, pourrait permettre de faire les opérations beaucoup plus vite. Et un certain nombre d'études semblent montrer que, et d'essais qui ont été faits par les banques centrales avec des grands acteurs sur au fond des exemples, pas seulement théoriques, qui ont vraiment échangé des actifs sur blockchain, semble montrer qu'on arrive à faire du règlement instantané. Donc si on veut passer de, vous savez, T+2 à T+1, T+3 à T+2, T+2 à T+1 et T+1 un jour à T0, c'est-à-dire règlement instantané le jour même, c'est peut-être une nécessité d'utiliser cette technique de la blockchain. C'est purement technique et ça... C'est totalement séparé dans ce cas-là de la question des cryptos. J'espère que j'ai... Ah non, j'ai oublié une question. C'est votre question, Monsieur le Président, sur... Ah non, j'ai répondu aussi. Vous y avez répondu rapidement. Pas tout trop à fait. rapidement, Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que je n'ai pas bien compris comment rassurer les petits pays, mais en même temps, vous avez indiqué qu'ils étaient aussi gagnants, parce que ça permettait à leurs entreprises d'avoir accès à l'épargne européenne également. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude. Cette inquiétude, on la voit beaucoup quand on parle de l'harmonisation, enfin, de l'organisation d'un système européen de surveillance. Ils se disent, au fond, est-ce que tout ça ne va pas se concentrer à Paris, parce que le BA est à Paris, l'ESMA est à Paris, c'est très dangereux pour nous, on va perdre le contrôle. Et donc il faut déployer beaucoup d'efforts d'explication. Il faut bien leur dire qu'on gardera le superviseur local, qu'on ne va pas demander à ce que leur marché boursier soit supervisé depuis Paris, restera supervisé localement. Donc il faut essayer de trouver tous les arguments qui montrent qu'on ne va pas détruire leur système et réaliser ce qu'ils craignent, qu'en revanche, ils auraient eu un énorme intérêt à avoir accès à davantage de capacités de financement venant de l'extérieur. Je vais vous proposer juste une dernière question de Jeanne Sonnet qui a eu un petit remords. Oui, non, en fait, une de vos réponses m'a laissé un peu sur ma faim, et c'était en l'occurrence celle de mon collègue Pierre Barros, où vous nous expliquez que les entreprises fossiles, en règle générale, s'auto-équilibrer. Enfin bon, il n'y avait pas besoin de réguler, qu'on arriverait finalement à faire en sorte qu'il ne fallait pas mettre trop de critères et que finalement, entre les ouvertures d'investissements divers vers l'avenir ou finalement les investissements bruns qui causent et accélèrent les dérèglements climatiques, bon, finalement, ça se régulerait. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu et je voulais que vous me le confirmiez. Mais moi, je m'interroge. On a aussi une grande inquiétude, alors des petits pays, mais aussi des habitants de l'ensemble des pays européens, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. L'Union européenne s'est fixé quand même des objectifs qui sont clairs. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la trajectoire qui a été fixée de l'atteinte de neutralité carbone. Et du coup, moi, j'aimerais quand même que vous puissiez me dire comment, au travers de l'Union pour l'épargne et l'investissement, qui va évidemment ouvrir en volume la capacité de besoin de financement, et notamment tout ce qui touche la transition et le digital, comment, en fait, on envisage quand même d'orienter les investissements. C'est-à-dire que moi, l'autorégulation, j'y crois moyennement. Donc voilà. Non, pardon, non, j'ai certainement mal répondu à la question. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas, dans la réglementation, si on décide qu'une réglementation, par exemple celle qui pénalise la titrisation, est inutile,
Il ne faut pas commencer à inventer une machine infernale dans laquelle on va dire « Ah oui, mais vous n'avez pas de pénalisation si vous titrisez des actifs qui sont comme ci, comme ça ». Parce que là, je veux dire, si on n'a plus besoin de cette règle, on supprime la règle, on revient à la règle traditionnelle. La pénalisation, je n'ai peut-être pas été assez explicite, mais ça consiste à dire, dans votre instrument titrisé, qui ressemble quand même à un fonds de commun de placement, vous avez un risque X des crédits qui sont dedans, et moi je vous dis que parce que vous les avez titrisés, c'est 2X votre risque. Donc les banques disent, moi je ne titrise pas si on me double ma charge en capital. Bon, ça. Mais par contre, l'idée d'orienter les investissements, notamment quand vous avez des instruments d'incitation fiscale, alors là je souscris pleinement à votre remarque, c'est là que j'ai mal répondu à la question certainement. Vous pouvez parfaitement dire, si dans tel instrument que je promeus, que j'essaye de pousser, eh bien je veux avoir... de même qu'on dira, on veut dans un produit d'épargne qui veut être labellisé, il faut qu'il y ait un minimum de plus de la moitié certainement de produits qui soient investis en Europe. Vous pouvez très bien dire, je veux une certaine proportion de produits qui répondent à des critères verts. Alors, la difficulté dans ce domaine-là, ça va être d'être progressif, parce qu'au début, vous n'avez pas forcément la disponibilité d'assez de produits pour dire je veux plus de 50%. Mais on peut imaginer un système dans lequel ça bouge progressivement. Enfin, c'est certainement un domaine qui est parfaitement légitime pour le coup. Bien, monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Merci de cet échange. Merci d'être venu nous présenter les grands éléments de votre rapport. Et puis, on sait bien quand même que c'est une des questions qui est ancienne, comme cela a été rappelé par le président Rapin en introduction, mais qui doit trouver maintenant sa conclusion. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.